3 hôpitaux français, 3 témoignages terrifiants. Ce que vous allez entendre a réellement eu lieu dans nos établissements de santé. Mais avant de commencer, si vous aimez les histoires vraies qui font froid dans le dos, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Mettez un like si vous êtes courageux et surtout, dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo. J'adore voir d'où viennent mes auditeurs. Attention, ces récits ne conviennent pas aux âmes sensibles. 3 professionnels de santé, 3 expériences inexplicables. Si vous êtes prêts à découvrir ce qui se cache vraiment dans nos hôpitaux la nuit, c'est parti. Mon nom est Pierre Dubois, j'ai 32 ans aujourd'hui. Mais à l'époque, j'étais simplement un interne épuisé en 2e année de spécialisation en médecine interne, tentant de survivre au marathon de garde à l'hôpital Saint-Louis dans le 10e arrondissement de Paris. L'hôpital Saint-Louis, avec ses bâtiments de briques rouges et ses cours pavées, a quelque chose d'un château. Fondé en 1607 par Henri IV, ses murs ont traversé les siècles, les épidémies, les guerres. Le jour, c'est un hôpital comme les autres, bruyant, rempli de l'odeur mélangée de bétadine et de café de distributeurs froids. Mais la nuit, Saint-Louis change de visage. Les gardes nocturnes ont toujours eu quelque chose d'étrange. Le rythme frénétique du jour laisse place à un silence inconfortable, brisé seulement par les alarmes des moniteurs cardiaques et les toux sporadiques venant des chambres. Cette nuit-là, tout semblait normal. C'était un vendredi soir de novembre, un de ces soirs, où la bruine parisienne laisse l'air humide et glacé. Nous avions peu de nouveaux patients aux urgences, la plupart déjà stabilisés. J'étais dans le service de médecine interne, pavillon nord, couvrant l'aile des hospitalisations, repassant les dossiers médicaux et ajustant les traitements. L'équipe de nuit était réduite, 2 infirmières, une aide-soignante et moi. Vers 2 heures du matin, tandis que je finalisais quelques saisies dans le logiciel Orbis, j'ai senti une présence derrière moi. Je me suis retourné rapidement, mais il n'y avait personne. J'ai ignoré. La fatigue joue parfois des tours, surtout quand le corps est déjà à la limite. J'ai décidé de faire ma ronde dans les chambres, comme toujours. J'aimais vérifier les patients, même en dehors des horaires fixes, particulièrement les personnes âgées qui demandent toujours une attention redoublée. Les couloirs étaient vides, éclairés seulement par la lumière froide des néons qui grésillaient légèrement. Je suis arrivé à la chambre 324, une des plus anciennes du pavillon, près de l'aile qui avait subi des rénovations années auparavant. L'odeur de désinfectant y était plus forte, peut-être pour essayer de masquer l'humidité des murs centenaires. Une infirmière nouvellement arrivée, Camille, s'est approchée. « Docteur Dubois », me dit-elle à voix basse. « Il y a une dame qui vient d'être admise en 324. Arrivée il y a peu, elle semble très affaiblie. Elle n'a pas encore de dossier. L'équipe d'accueil doit s'en occuper, mais ils nous ont dit de la surveiller en attendant. » J'ai trouvé cela étrange, mais de telles situations arrivent. Parfois, le système informatique tarde à se mettre à jour, particulièrement durant les nuits. « Très bien, je vais la voir, » ai-je répondu. En marchant vers la 324, une sensation inconfortable a commencé à se former dans ma poitrine. Rien que je puisse expliquer, juste cette impression gênante que j'étais sur le point de voir, quelque chose qui ne cadrait pas avec cette routine fatigante. Le genre d'impression dont on se souvient encore avec une clarté troublante des années plus tard. J'ai poussé la porte de la chambre 324 avec précaution. À l'intérieur, un seul lit occupé. La dame allongée semblait avoir plus de 80 ans, la peau très pâle, les cheveux fins étalés sur l'oreiller comme un nuage blanc. Elle portait une chemise d'hôpital simple, mais n'avait pas de bracelet d'identification. Je me suis approché, doucement, tentant de la réveiller, mais à ma surprise, elle a ouvert les yeux avant même que je dise quoi que ce soit. Des yeux très clairs, presque sans couleur, qui me fixaient avec un calme étrange. « Bonsoir, madame. » J'ai marqué une pause, réalisant que je ne connaissais pas son nom. Elle a simplement souri, un sourire petit, fatigué.
J'ai pris le dossier improvisé qui était accroché au support du lit. Aucune identification, aucune note. Étrange. Le protocole exige au moins un nom provisoire, une référence quelconque, d'autant plus pour les hospitalisations nocturnes. Vous ressentez des douleurs ? Ai-je demandé en gardant la voix basse. Elle a secoué la tête de façon presque imperceptible. Un quelconque inconfort ? Autre léger mouvement de négation. Ses yeux continuaient à être fixés sur moi, attentifs, comme si elle évaluait chaque mot, chaque geste. J'ai rapidement vérifié ses constantes. Tension basse, pouls faible mais régulier, peau froide au toucher. Mais encore une fois, c'était novembre et l'hôpital était glacial par nature. Je vais demander qu'on vous passe un traitement pour que vous soyez plus confortable. D'accord ? Elle n'a pas répondu, mais le sourire s'est légèrement élargi. Ce n'était pas un sourire joyeux, c'était un sourire résigné. J'ai noté les informations dans le carnet que je portais dans ma poche. Je ne voulais pas laisser la patiente seule, mais à ce moment-là, je devais résoudre la situation du dossier. C'était un risque de laisser quelqu'un hospitalisé sans fiche, sans nom, sans antécédent. Quand je suis sorti de la chambre, j'ai trouvé Camille appuyée au comptoir des soins infirmiers. « Tu es sûr qu'elle a été admise aujourd'hui ?» ai-je demandé. Camille a fait oui de la tête. L'équipe d'accueil m'a prévenu. Ils ont dit que c'était une hospitalisation urgente, mais que la documentation arrivait encore. Mais personne de la famille, aucun accompagnant. Elle a haussé les épaules. Ils n'ont rien dit, juste de la laisser confortable jusqu'à ce qu'ils régularisent. J'ai acquiescé, encore mal à l'aise. Les hôpitaux sont souvent des lieux d'abandon. Des personnes âgées hospitalisées seules, ce n'était pas nouveau. Mais il y avait quelque chose chez cette patiente qui me dérangeait plus que je ne pouvais l'expliquer. Quelque chose dans la façon dont elle m'avait regardé, quelque chose dans sa présence silencieuse, dans cette chambre oubliée. Je me promis de revenir la voir plus tard, après avoir résolu les formalités administratives. Je me suis promis, mais cette nuit-là, j'ai découvert que toutes les promesses ne peuvent pas être tenues. Après avoir fait ma ronde dans les autres chambres, je suis retourné à l'accueil pour essayer de résoudre la documentation de la patiente de la 324. La réceptionniste de garde, une femme appelée Sylvie, tapait lentement sur l'ordinateur, luttant contre le sommeil. « Sylvie !» ai-je appelé en m'appuyant sur le comptoir. « J'ai besoin du dossier de la dame qui a été hospitalisée récemment, chambre 324. » Elle a froncé les sourcils. « 324 » a-t-elle répété en cherchant quelque chose sur l'écran. « Il n'y a eu aucun nouveau patient dans cette aile. »« Comment ça ?» ai-je insisté. « Camille m'a prévenu. J'ai moi-même examiné la patiente. » Sylvie a fait défiler les pages du système et a secoué la tête. « Rien ici, docteur. Ni dossier provisoire, ni avis d'arrivée. » Je suis resté immobile, essayant de comprendre. Et sur la liste imprimée, ai-je demandé en pointant vers le classeur des transferts quotidiens. Elle a rapidement parcouru les feuilles et a de nouveau secoué la tête. Rien. Dernière mise à jour à 23 heures. Après ça, aucune entrée. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. C'est peut-être une erreur du système. Ai-je tenté de justifier, plus pour moi que pour elle. Je suis retourné dans l'aile à pas rapide, le cœur accéléré. Quand je suis arrivé à la chambre 324, j'ai frappé légèrement à la porte avant d'entrer. Silence. J'ai ouvert doucement. La chambre était vide. Le lit fait, sans patient, sans signe que quelqu'un avait été là dans les dernières heures. J'ai regardé autour de moi comme si j'attendais de trouver une explication logique. Peut-être qu'il l'avait emmené pour des examens. Peut-être que c'était un cas urgent et que quelqu'un avait fait le transfert sans l'enregistrer. J'ai marché jusqu'aux soins, infirmier, où Camille remplissait quelques papiers. « Camille, la dame de la 324, où est-elle allée ?» Elle m'a regardé avec étonnement. « Quelle dame ?» La patiente dont tu m'as dit qu'elle venait d'arriver en 324, âgée, affaiblie. Elle est restée quelques secondes à me fixer, confuse, avant de répondre « Docteur, je ne me souviens pas avoir parlé d'une nouvelle patiente en 324. »
Mon estomac s'est retourné. « Tu m'as toi-même prévenu », ai-je insisté. « Tu as dit qu'elle venait d'arriver, sans dossier encore. » Camille a froncé les sourcils, visiblement mal à l'aise. « Je ne me souviens pas, docteur. C'était peut-être quelqu'un d'autre, peut-être dans une autre garde. » Ce n'était pas possible. Je savais ce que j'avais entendu. Je savais ce que j'avais vu. Pendant quelques minutes, je suis resté là, immobile, essayant d'organiser mes pensées tandis que l'hôpital autour de moi continuait dans son rythme étrange et silencieux de nuit. Je voulais croire que c'était juste la fatigue, mais au fond, je savais que quelque chose n'allait pas et ça allait encore empirer. J'ai encore essayé de me convaincre que je confondais les choses. Peut-être que Camille avait parlé d'un autre patient, peut-être que la chambre était vide depuis le début et que ma tête m'avait joué un tour. Mais la sensation d'étrangeté ne passait pas. Je me suis assis dans la salle de repos des médecins, j'ai pris une tasse de café tiède et je suis resté à fixer l'écran de mon portable sans arriver à me concentrer sur quoi que ce soit. C'est alors que je me suis souvenu de Marcel. Marcel était infirmier à l'hôpital depuis plus de 25 ans. Il connaissait chaque couloir, chaque aile, chaque histoire non officielle qui circulait entre les employés. Je l'ai trouvé à la pharmacie, organisant les médicaments pour le changement d'équipe. « Marcel, tu te souviens d'histoires étranges concernant la chambre 324 ?» ai-je demandé en essayant de paraître désinvolte. Marcel a arrêté ce qu'il faisait et m'a regardé de côté, méfiant. « Pourquoi ?» a-t-il questionné en fronçant les sourcils. « Curiosité ?» ai-je menti en haussant les épaules. J'ai entendu des commentaires. Marcel a soupiré, posant les coudes sur le comptoir. « Ça fait un bon moment, » a-t-il dit en baissant le ton. « Mais on dit qu'une dame est morte dans cette chambre, seule, sans accompagnant, sans papier. » Mon cœur s'est serré dans ma poitrine. « Sans papier ?» ai-je répété en essayant de cacher mon attention. « Oui ?» a-t-il confirmé, ajustant le classeur sur le comptoir. Ils l'ont hospitalisée en urgence. Personne ne connaissait son nom, son âge exact, rien. Ils ont essayé de la stabiliser, mais elle est décédée quelques heures plus tard. L'information m'a rendu encore plus inquiet. « Et ça a été enregistré ?» ai-je demandé en essayant de mieux comprendre. Il a haussé les épaules. « Officiellement, oui. Mais comme elle n'avait pas de famille, ça a fini par tomber dans l'oubli. Il n'est resté que l'histoire. Les nouveaux n'en parlent même plus, mais à l'époque, ça a fait beaucoup de rumeurs. Je devais savoir. Rumeurs de quoi ? Ai-je insisté en essayant de paraître détaché. Marcel a attendu quelques secondes avant de répondre, la voix encore plus basse, que parfois, quand la garde est très calme, elle réapparaît. Comme si elle attendait que quelqu'un termine la consultation qui était restée incomplète. J'ai ri un peu nerveusement, tentant d'écarter l'idée. « Tu crois à ça ?» ai-je demandé en forçant un sourire. Marcel a souri du coin des lèvres, ce sourire fatigué de quelqu'un qui a déjà vu plus qu'il ne voudrait. « J'ai déjà vu beaucoup de choses ici, docteur. Tout n'a pas d'explication, » a-t-il répondu. Je suis resté immobile, le cœur battant fort. La description correspondait parfaitement. Une dame âgée, affaiblie, sans dossier, sans nom, exactement comme la patiente que j'avais vue cette nuit. Je suis retourné jusqu'au couloir de médecine interne, un peu sans direction. Je me suis arrêté devant la porte de la 324, fermée, froide au toucher. Par une impulsion irrationnelle, j'ai appuyé mon front contre le bois de la porte et j'ai fermé les yeux un instant. Dans le silence du couloir, je jure avoir entendu une respiration lente et faible, comme celle de quelqu'un dormant profondément à l'intérieur de la chambre. Mais quand j'ai ouvert les yeux, le couloir était vide, et la sensation de ne pas être seul n'avait jamais été aussi forte. Quand le matin est finalement arrivé, la clarté grise de Paris a envahi l'hôpital, apportant avec elle l'illusion de normalité. La garde s'est terminée sans nouveaux incidents. Il n'y a eu aucun registre étrange, aucun patient sans nom. Tout semblait revenir à la normale, mais en moi, quelque chose avait changé. Lors du changement d'équipe, personne n'a mentionné quoi que ce soit concernant la chambre 324. C'était comme si tout avait été avalé par le bâtiment lui-même.
J'ai pensé à signaler ce qui s'était passé, chercher des explications officielles, mais quelle explication pouvais-je donner? Quelle preuve avais-je, à part le souvenir persistant de ce sourire silencieux? J'ai décidé de garder le silence. C'était la première fois de toute ma formation que je terminais une garde en demandant à être transféré de service. Problème personnel, ai-je justifié dans la paperasse. Je n'ai jamais parlé ouvertement de ce que j'ai vu cette nuit-là, même pas à mes collègues les plus proches. Une partie de moi croyait qu'en ne donnant pas de voix à cela, je pourrais aussi enterrer la sensation qui m'accompagne depuis. Mais le temps a montré que certaines expériences ne disparaissent pas. Des mois plus tard, travaillant déjà dans un autre hôpital, j'ai entendu un commentaire par hasard. Un nouvel interne racontait sur le ton de la plaisanterie que dans son ancien hôpital, devinez lequel, on disait que la chambre 324 était hantée. Il a ri. Les autres ont ri aussi. J'ai souri avec eux, mais j'ai senti le frisson remonter le long de mon dos. Aujourd'hui, tant d'années plus tard, je pense encore à cette dame aux yeux clairs, à la sensation de vide dans cette chambre, à la respiration faible que j'ai entendue même quand le lit était déjà vide. Et je sais que, peu importe nos tentatives d'ignorer, il existe des histoires qui continuent à vivre même sans dossier, sans nom, sans registre. Des histoires qui insistent pour être rappelées. Il y a presque 8 ans que j'ai quitté le CHU de Lyon. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie depuis, mais il y a des nuits où je me réveille encore en sueur froide, avec la sensation d'être de retour dans ces couloirs vides. Je m'appelle Julien Moreau. Aujourd'hui, je travaille dans un autre domaine, loin des gardes interminables et de la tension des urgences. Mais il y a eu un temps où ma vie tournait autour de ça. Secourir, courir, sauver. J'étais jeune, j'avais un peu plus de 26. On se plein d'énergie et de certitude. Je pensais que la peur, c'était pour ceux qui ne tenaient pas le coup. La première fois que j'ai entendu parler du code noir, c'était juste dans mon 2e mois au CHU. Code bleu pour l'arrêt cardiaque, code rouge pour les traumas graves, code jaune pour les urgences sans risque vital. Et le code noir, personne ne l'admettait à voix haute. Mais tout le monde savait ce que ça signifiait. Quelque chose qui n'était pas de ce monde. À l'époque, je riais, je ne croyais à rien de tout ça. J'ai toujours pensé que les anciens aimaient effrayer les nouveaux. Mais ce vendredi soir-là, j'ai compris que certaines histoires, aussi absurdes qu'elles puissent paraître, ont un fond de vérité. Ma garde a commencé à 19 h, comme toutes les autres. Le CHU était plus vide que d'habitude, seulement quelques patients aux urgences et peu d'hospitalisation. Le genre de soirée qui devrait être tranquille. Je circulais dans les couloirs, comme d'habitude, révisant les zones qui étaient sous notre responsabilité. Je passais par l'aile chirurgicale, par le centre de tri, par le couloir Est, le plus ancien du CHU, où les éclairages clignotaient sans raison et le sol grinçait sous nos pieds. À cette heure-là, l'hôpital semblait différent. Sans le va-et-vient des familles, sans le bruit des ambulances arrivant constamment, il devenait silencieux. Trop silencieux. C'était comme si le bâtiment respirait tout seul. Dans la radio d'urgence accrochée à ma ceinture, j'ai entendu un grésillement soudain, une interférence étrange, différente des normales. Pendant une seconde, j'ai cru entendre une voix au milieu du grésillement, un mot chuchoté, mais la statique a vite disparu. J'ai essayé d'ignorer, j'étais peut-être fatigué, j'imaginais des choses. Je suis arrivé jusqu'à l'accueil et j'ai vu Nathalie, qui travaillait à l'accueil nocturne. Elle m'a regardé bizarrement, comme si elle voulait dire quelque chose, mais se retenait. « Tu as senti aussi ?» a-t-elle demandé à voix basse. « Sentir quoi ?» ai-je demandé en essayant de paraître désinvolte. Elle a hésité, baissant les yeux vers l'écran de l'ordinateur. « Laisse tomber, ce n'est rien », a-t-elle dit comme si elle voulait se convaincre elle-même. À ce moment-là, j'aurais peut-être dû faire plus attention, j'aurais peut-être dû partir, mais à cette époque, je ne croyais pas encore au code noir. Pas encore. S'il y a une chose qu'on apprend vite en travaillant dans un hôpital, c'est à reconnaître les modèles.
On sait comment les gens se comportent dans le couloir, comment l'ascenseur grince quand il monte, comment les néons vacillent parfois au deuxième étage. Même dans le chaos, il existe une sorte d'ordre. Et cette nuit-là, cet ordre était brisé. Après la conversation avec Nathalie, j'ai essayé d'agir normalement. Je suis retourné dans la salle des urgentistes, j'ai pris une bouteille de café froid, improbablement du matin précédent, et je me suis assis pour remplir quelques rapports en retard. La radio continuait accrochée à ma ceinture, émettant seulement le bourdonnement bas de la fréquence ouverte. L'horloge au mur marquait 2h47 du matin quand j'ai senti la première chose étrange. Je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, mais j'ai senti un changement dans l'air, comme la pression atmosphérique baisse avant un orage. Je me suis levé doucement, essayant de chasser la sensation. Ce n'était que de la fatigue. J'ai essayé de me convaincre. Juste de la fatigue. J'ai décidé de faire une ronde rapide, plus pour rester éveillé que par nécessité. Les couloirs étaient vides, seulement les lumières blanches et tremblotantes éclairant le chemin. Je suis passé par l'aile pédiatrique, silencieuse, les portes fermées, puis par le secteur de petite chirurgie, également désert. C'est dans le passage par le couloir est que quelque chose m'a fait m'arrêter. Les brancards étaient toujours alignés contre le mur, bien rangés. On recevait même des réprimandes si on les laissait hors de place. Mais un d'entre eux était en travers au milieu du couloir, comme si quelqu'un l'avait tiré et l'avait simplement abandonné là. Je suis resté immobile, regardant ça, essayant de trouver une explication logique. Peut-être qu'un infirmier était passé et avait oublié. Peut-être qu'un patient avait essayé de s'en servir tout seul. Peut-être... J'ai contourné le brancard. Je l'ai repoussé dans le coin et j'ai continué à marcher. C'est alors que j'ai entendu des pas. Ce n'était pas le bruit des semelles lourdes des employés, ni le glissement des roues des brancards. C'étaient des pas légers, presque prudents, comme si quelqu'un marchait pieds nus à quelques mètres derrière moi. Je me suis arrêté, j'ai regardé derrière moi. Le couloir était vide. L'instinct me disait de partir de là, mais ma tête têtue et logique insistait que c'était juste mon imagination. J'ai écarté la pensée, j'ai ajusté la radio à ma ceinture et j'ai continué à marcher. Quand je suis passé devant la salle de chirurgie 4, j'ai vu Laurent, le vigile, immobile devant la porte. « Tout va bien ?» ai-je demandé, en essayant de paraître désinvolte. Il m'a fixé, sérieux. « Tu as entendu aussi, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas répondu immédiatement parce qu'au fond, je savais exactement de quoi il parlait. Laurent était un type costaud, du genre qui semblait ne s'effrayer de rien. Voir là, rigide, la main tremblante tenant la radio, a allumé une alerte en moi. « Qu'est-ce que tu as entendu ?» ai-je insisté en essayant de garder la voix ferme. Il a mis du temps à répondre. Il a regardé autour de lui comme s'il avait peur d'être entendu. « Des pas ?» a-t-il murmuré dans l'aile chirurgicale. « Moi aussi j'ai entendu », ai-je admis dans un filet de voix. Pendant un moment, nous sommes restés silencieux, chacun essayant de trouver une explication logique. Mais alors, du fond du couloir, est venu un bruit sec comme le son d'un brancard qu'on traîne sur le sol. Nous nous sommes retournés ensemble pour regarder. Il n'y avait personne. Le son a cessé aussi soudainement qu'il avait commencé. Laurent a passé la main sur son visage, transpirant malgré la climatisation qui arrivait à peine à refroidir ce vieil hôpital. « Je crois qu'il vaut mieux que tu saches », a-t-il dit en se penchant vers moi. « Quand ces choses commencent, on appelle ça le code noir. » J'ai ri, un rire nerveux et déplacé. « Tu es sérieux ?» Il a acquiescé. « C'est sérieux, ce n'est pas pour effrayer les nouveaux. C'est déjà arrivé avant, toujours au petit matin, toujours quand l'hôpital est presque vide. D'abord ce sont les pas, puis d'autres choses. Avant que je puisse répondre, la radio accrochée à ma ceinture a grésillé. Mais cette fois, ce n'était pas seulement de la statique. C'était une voix, faible, déformée, comme si elle traversait un long tunnel. « Oh, secours !» a-t-elle chuchoté. J'ai regardé Laurent, son visage était blanc comme du papier. J'ai répondu dans la radio, essayant de paraître calme. « Qui appelle ? Vous avez besoin d'aide ? Quel secteur ? » Silence,
Rien d'autre que le bourdonnement de la fréquence ouverte. J'ai fait quelques pas en avant, vers le croisement des couloirs, quand quelque chose s'est passé. Le brancard que j'avais remis dans le coin plus tôt a glissé tout seul vers le milieu du couloir. Lentement, doucement, comme si une main invisible le poussait. Le grincement des roues a résonné dans l'hôpital vide, et à ce moment-là, j'ai su que ce qui se passait là n'était pas le produit de notre imagination ni de la fatigue. Quelque chose était effectivement là, avec nous, quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Laurent a tiré mon bras, la voix rauque. Si c'est comme les autres fois, ce n'est que le début. Le couloir semblait plus long que dans mes souvenirs, comme si l'hôpital lui-même changeait autour de nous. Laurent tenait fermement sa radio. Le brancard, maintenant arrêté au milieu du couloir, semblait un avertissement. Ça s'est déjà passé avant ?» ai-je demandé en essayant de garder la voix ferme. Laurent a acquiescé lentement. « Ça arrive de temps en temps », a-t-il murmuré. « Toujours quand l'hôpital est plus vide, toujours durant la garde de nuit. On ne peut pas le prévoir, on ne peut pas l'empêcher. »« Mais qu'est-ce que c'est ?» ai-je insisté. Il m'a regardé avec un mélange de pitié et de peur. Personne ne sait. Certains disent que ce sont des patients qui sont morts ici et ne sont jamais partis. D'autres parlent de médecins qui ont commis des erreurs graves, des opérations qui ont mal tourné. J'ai décidé de demander « Et toi, en quoi tu crois ?» Il a hésité. « Je crois que l'hôpital garde des choses qu'on ne voit pas, mais qui restent coincées ici, circulant dans les couloirs. Parfois tranquilles, parfois... Pas tant que ça !» La radio a grésillé de nouveau. Cette fois, la voix était plus claire. « Salle 4, salle 4. » Nous nous sommes regardés. La salle de chirurgie numéro 4 était à quelques mètres de nous. L'instinct criait de ne pas m'approcher, mais mes jambes ont bougé avant que je réfléchisse. Laurent m'a suivi en silence, les yeux écarquillés. Quand nous sommes arrivés à la porte de la salle 4, nous avons vu quelque chose qui m'a glacé de l'intérieur. Et ça, équipements médicaux dans la salle tremblaient tout seuls, comme si une force invisible passait entre eux. La table d'opération tournait légèrement sur ses roues, et les lumières clignotaient selon un rythme irrégulier, comme si elles essayaient d'envoyer un message. Et puis nous avons vu, pendant un bref instant, une ombre a traversé la salle. Ce n'était pas une personne, ce n'était pas quelque chose qui pouvait être expliqué. C'était juste une absence, un trou dans l'espace moulé, comme une silhouette humaine, traversant d'un côté à l'autre et disparaissant dans le mur opposé. J'ai reculé d'un pas, le cœur battant si fort qu'il semblait résonner dans ma poitrine. Laurent a chuchoté. La dernière fois, ça a duré des heures avant que tout s'arrête. « Qu'est-ce qu'on fait ?» ai-je demandé sans savoir si je voulais entendre la réponse. Il a juste secoué la tête. « Rien, on attend, on respecte. » Je voulais lui demander ce qu'il voulait dire par « respecter », mais à ce moment-là, un son de pleurs a résonné dans les couloirs. Des pleurs faibles, désespérés, venant de quelque part à notre gauche. Aucun patient n'était hospitalisé dans cette aile. Les pleurs continuaient, résonnant dans les couloirs, parfois plus forts, parfois presque en train de disparaître. Laurent et moi étions immobiles, indécis, coincés entre l'impulsion de fuir et la paralysie de la peur. « On devrait vérifier », ai-je demandé, plus par réflexe que par envie. Laurent a de nouveau secoué la tête. « Ça ne sert à rien, il n'y a personne à aider. » Ces mots ont sonné plus lourds qu'ils n'auraient dû, comme s'il avait déjà essayé avant, comme s'il savait déjà que suivre ce son serait pire. Nous sommes restés là, immobiles, pendant un temps qui semblait élastique, avec le son des pleurs se traînant comme un vent froid dans les couloirs. À un moment donné, les lumières ont arrêté de clignoter. La radio a émis un bip et est restée silencieuse. Le brancard, arrêté, au milieu du couloir, a oscillé légèrement d'un côté puis s'est calmé, comme si l'hôpital lui-même lâchait un dernier soupir. J'ai regardé ma montre. 4h17 du matin. Il restait encore des heures avant la fin de la garde, mais il semblait qu'une éternité était déjà passée.
Sans un mot, Laurent s'est retourné et a commencé à marcher vers la salle des vigiles. Je l'ai suivi, les pas résonnant sur le sol froid. Aucun de nous n'a eu le courage de commenter ce que nous avions vu. Aucun de nous ne voulait donner de nom à ça. Quand nous sommes retournés à l'accueil, Nathalie nous a lancé un regard rapide, mais n'a rien dit. Peut-être qu'elle aussi avait entendu. Peut-être que tous savaient, mais apprenaient à ne pas en parler. Le reste de la nuit s'est traîné. Chaque petit son, le sifflement lointain d'une machine, le bruit du vent dehors, résonnant plus fort qu'il n'aurait dû. Et puis, quand le soleil a commencé à se lever et que la première équipe du matin est arrivée, l'hôpital est redevenu normal, comme si rien ne s'était passé. J'ai terminé ma garde en silence, la tête lourde, les yeux brûlants de fatigue et d'autres choses que je ne savais pas nommer. Ce matin-là, en sortant de l'hôpital, je me suis promis de ne pas parler de ça, de faire semblant que c'était la fatigue, le stress, n'importe quoi. Et pendant longtemps, j'ai réussi à tenir cette promesse. Mais parfois, dans les petits matins très silencieux, quand Lyon dort et que le monde semble suspendu, je me souviens encore de cette nuit. Des pleurs, des pas, du vide traversant la salle d'opération. Et je sais, même si j'essaie d'oublier, que le code noir n'est pas juste une superstition. C'est réel. Et certains couloirs de l'hôpital ne sont jamais vraiment vides. Je travaille au standard des urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Ma fonction est simple en théorie, recevoir les appels internes, transférer les demandes de secours et déclencher les équipes médicales quand nécessaire. En pratique, je passe la majeure partie des gardes nocturnes à regarder un écran illuminé et à écouter le bourdonnement bas des appareils. Cette nuit-là, la garde se déroulait comme toujours. Peu d'appels, aucun cas grave. Seulement moi et Kevin, au standard, partageant la veille fatiguée. L'hôpital Georges Pompidou est grand, mais moderne. Beaucoup de secteurs ont été rénovés au fil des années. D'autres ont été abandonnés, en attente de budget qui n'arrive jamais. Le 8e étage, où se trouvait le service d'isolement, était l'un d'eux, vide, interdit, fermé depuis des travaux d'urgence qui n'ont jamais été terminés. On disait que personne ne montait là après les heures, ni les vigiles, ni l'équipe de maintenance. Le téléphone interne a sonné. Le son strident a brisé le silence si soudainement que j'ai sursauté sur ma chaise. J'ai décroché par réflexe, tirant le combiné vers mon oreille. Standard des urgences. Bonsoir, ai-je dit d'un ton automatique. Pendant quelques secondes, je n'ai entendu que des grésillements. J'allais répéter la salutation, mais alors une voix faible a surgi, presque avalée par la statique. Au secours, j'ai besoin d'aide. Le ton était urgent, mais semblait venir de très loin, comme s'il traversait une ligne usée. Quelle est votre position ? Ai-je demandé en essayant de garder la voix ferme. La réponse est venue traînante. Isolement, 8e étage. J'ai échangé un regard rapide avec Kevin, qui semblait aussi avoir entendu. Avant que je puisse poser une autre question, la ligne s'est coupée. Sans prévenir, sans clic de fin. J'ai vérifié sur l'écran. Le numéro d'origine était interne, poste 8204, code du service d'isolement. J'ai fermé les yeux un instant, essayant de comprendre. Le 8e étage était vide, fermé, sans patient, sans fonctionnement. Mais d'une façon ou d'une autre, quelqu'un ou quelque chose venait de demander du secours de là. J'ai regardé Kevin, attendant une réaction, mais il a juste haussé les épaules, comme quelqu'un qui essaie de se débarrasser d'une pensée inconfortable. « Ça doit être une erreur de ligne », a-t-il dit, retournant fixer l'écran de l'ordinateur. J'ai acquiescé, essayant de me convaincre de la même chose. Interférence, ligne croisée, un appareil oublié encore connecté au vieux système du service. Les explications techniques ont toujours été plus faciles à accepter. De toute façon, nous savions qu'il n'y avait personne au 8e étage. Le service d'isolement était fermé depuis des mois. Aucun patient, aucun employé, aucun équipement en fonctionnement. Je suis retourné à ma position au bureau, j'ai ajusté le casque sur mes oreilles et j'ai continué à surveiller les appels.
Travail normal, enregistrement de sortie d'un lit de médecine interne, demande de soutien aux urgences pédiatriques, demande de brancard pour le bloc opératoire, tout comme toujours. Mais j'avais beau essayer de me concentrer, l'appel continuait à marteler dans ma tête. Cette voix, la respiration difficile, la demande de secours si claire, si désespérée. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai commencé à sentir l'environnement du standard différent, comme si l'air était plus lourd, comme si quelque chose planait attendant. J'ai regardé l'horloge, 3h15 du matin. La nuit n'était qu'à la moitié. Kevin est sorti chercher un café et m'a laissé seul dans la salle. Pendant que je tapais dans le système, j'ai entendu très légèrement, comme un chuchotement venant de la radio d'appel, isolement, 8e étage. J'ai arrêté de taper. L'écran bleuté de l'ordinateur reflétait mon visage tendu. J'ai regardé le panneau d'appel. Aucun nouvel appel, aucune activité enregistrée. C'était impossible. La radio était muette, mais j'étais pourtant certaine d'avoir entendu. J'ai appuyé le dos contre la chaise, respirant profondément, essayant d'écarter la sensation que quelque chose n'allait pas. C'était peut-être juste la fatigue, peut-être pas. Cette nuit-là, l'isolement qui devrait être complètement vide semblait plus proche que jamais. Le son constant des ordinateurs remplissait la salle. Kevin est revenu avec une tasse de café et s'est jeté sur la chaise à côté sans rien commenter. Moi aussi, j'ai préféré le silence. Parfois, il vaut mieux ne pas parler de certaines choses, comme si les ignorer pouvait les faire disparaître. Mais ça n'a pas disparu. Vers 3h40 du matin, le téléphone interne a sonné de nouveau. J'ai décroché rapidement, le cœur s'accélérant avant même d'entendre quoi que ce soit. Standard des urgences, bonsoir, ai-je dit en essayant de paraître naturel. Rien, juste un grésillement bas coupant la ligne, comme le vent passant par de vieux fils. J'allais raccrocher, pensant que c'était une interférence, quand j'ai entendu une respiration lourde, faible, comme si quelqu'un essayait de parler mais n'avait pas la force. Kevin a remarqué mon expression tendue et s'est penché sur sa chaise, attentif. « Quel service, s'il vous plaît ?» ai-je demandé en forçant ma voix à sortir. Rien, juste la respiration traînante. J'ai regardé rapidement le panneau d'appel. Le numéro d'origine clignotait 82204. Encore le 8e étage. La ligne s'est coupée avant que je puisse poser une autre question. Nous sommes restés quelques secondes immobiles, comme si nous attendions que le téléphone sonne de nouveau. Mais il n'a pas sonné. Kevin a expiré avec force. Quelqu'un essaie peut-être de faire une blague, a-t-il suggéré, mais on pouvait voir que même lui n'y croyait pas beaucoup. J'ai acquiescé, mais au fond, je savais que ça n'avait pas de sens. Le 8e étage était isolé, sans accès facile, et le téléphone ne pouvait être actionné que si quelqu'un était là. Je suis retourné me concentrer sur les enregistrements du système, essayant d'ignorer la tension qui semblait maintenant imprégnée dans l'air du standard. Et puis, sans prévenir, les lumières de la salle ont clignoté. 1, 2 fois. Assez pour que l'écran de l'ordinateur redémarre et que la radio émette un craquement sec. Probablement juste une coupure de « au courant ?» a dit Kevin, essayant de se convaincre plus que de me convaincre. J'ai acquiescé, mais à ce moment-là, une sensation s'est installée en moi. Une certitude inconfortable. Ce qui avait commencé avec ce premier appel n'était pas encore terminé. Après que les lumières soient revenues à la normale, l'ambiance dans le standard a changé. Le silence, qui était déjà habituel, semblait maintenant avoir un poids propre, comme s'il occupait tous les espaces de la salle. Kevin tripotait, l'ordinateur essayant d'agir naturellement, mais j'ai remarqué qu'il lançait des regards rapides vers le téléphone de temps en temps. Moi aussi. Aucun de nous ne voulait l'admettre, mais nous attendions. Attendions qu'il sonne de nouveau. Et quand il a sonné, le bruit a semblé encore plus fort qu'avant. J'ai décroché, les mains moites, le combiné glissant un peu entre mes doigts. Standard des urgences, ai-je dit presque dans un murmure. Cette fois, la ligne n'était pas pleine de grésillements. Au contraire, ce que j'ai entendu était quelque chose de différent. « Allô ?» Une voix faible, féminine, semblait demander de l'autre côté.
Ma poitrine s'est serrée. « S'il vous plaît, pouvez-vous confirmer votre position ?» ai-je demandé, en me forçant à maintenir le protocole. Silence. Puis, avec difficulté, la même voix. « 8e étage. » J'ai regardé Kevin, qui secouait lentement la tête, comme s'il disait « Ce n'est pas possible. » « Vous avez besoin d'aide, madame ?» ai-je demandé en essayant de garder mon calme. Aucune réponse, seulement la respiration faible continuait sur la ligne. Kevin s'est approché davantage, essayant d'écouter aussi. « Qui parle ?» ai-je insisté. La réponse est venue, mais pas comme je l'attendais. Ce n'était pas un nom, ce n'était pas une demande, c'était un son, un craquement sec, comme le bruit de quelque chose de métallique frappant contre le sol, suivi d'une séquence de bip. On aurait dit des alarmes hospitalières anciennes, de celles d'appareils débranchés depuis longtemps. L'appel s'est coupé, j'ai regardé de nouveau l'enregistrement dans le système. Poste 8T204, l'isolement. La salle semblait encore plus froide qu'avant. Kevin a croisé les bras, tendu. C'est peut-être une ligne fantôme? Un appareil ancien encore connecté? A-t-il suggéré, mais on pouvait voir dans son regard que le doute était sincère. J'ai acquiescé sans répondre. C'était plus facile de croire à un défaut technique. Beaucoup plus facile que de penser à l'autre possibilité, que peut-être l'isolement n'était pas aussi vide que nous le pensions. L'aube à l'hôpital apporte toujours une sensation étrange. Le jour naissant dehors, mais ici, entre couloirs blancs et lampes froides, tout semble suspendu dans le même temps mort de la nuit. Le changement d'équipe a été rapide. J'ai salué Jean, le collègue du matin. J'ai remis le rapport de garde et je me suis préparé à partir. J'étais déjà debout, ajustant mon sac sur l'épaule quand j'ai entendu le téléphone du standard a sonné, le même son sec, insistant. Jean a décroché sans se presser, d'un geste automatique. J'ai observé de loin, sans m'immiscer. Mais quand il a mis le combiné à son oreille, j'ai vu son expression changer. D'abord un froncement de sourcils, puis une rigidité de la mâchoire. « Allô, qui parle ?» a-t-il demandé. Le silence semblait s'étirer dans la salle. Jean a regardé l'écran d'enregistrement, le visage devenant plus tendu. « 8e étage », a-t-il répété à voix basse. Mon estomac s'est retourné. Sans réfléchir, j'ai reculé d'un pas. Ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas une panne technique. L'appel venait de là de nouveau. Sans dire au revoir, je suis sorti du standard, sentant l'air froid du matin m'envelopper. Dehors, le monde continuait normalement. Voitures passant, vendeurs ouvrant leur stand de café, le soleil surgissant timidement derrière les immeubles. Mais dans l'hôpital, à un point oublié du 8e étage, quelque chose appelait encore, quelque chose attendait encore.